Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo thread d'horreur, témoignages de personnes qui ont vécu des événements traumatisants, qui les ont marqués, assez marqués pour qu'ils les partagent avec d'autres gens. Et ça je vais pas vous mentir parce que ça fait bien mon affaire. Pourquoi? Parce que moi je vis pas de trucs traumatisants. Du coup je peux pas les raconter, donc heureusement qu'il y en a d'autres qui en vivent. Après moi ça me va, hein. Personnellement ça me va de me dire que moi je suis tranquille. Et que les autres après bah eux bon ils vivent parfois des trucs qui les traumatisent un petit peu, mais au moins moi après comme ça je reste totalement serein dans ma tête. Les amis, on est parti pour se plonger dans ces récits qui les a traumatisés. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Hugo. Hugo avait 11 ans au moment des faits et il était seul à la maison avec son petit frère de 7 ans. Il était 21 h, il faisait sombre, il pleuvait des cordes et chacun des deux frères était en train de lire tranquillement dans leur chambre. Leur chambre se trouvait à côté de la porte d'entrée et les deux jeunes ont entendu quelqu'un qui a sonné à la porte. Rapidement après la sonnette, quelqu'un a toqué à la porte. La personne était visiblement pressée qu'on lui ouvre la porte. Dans un premier temps, Hugo se dit que ses parents sont rentrés. Normal, ça semble logique. Mais il se dit que c'est étrange qu'ils n'utilisent pas le garage pour entrer dans la maison parce qu'ils étaient en voiture. Ils avaient également leurs clés donc ils auraient pu rentrer tranquillement. Hugo se dirige donc vers la porte d'entrée, il regarde par la fenêtre et il voit qu'il n'y a pas leur voiture. Il ne voit rien à part de la pluie. En approchant de la porte, il entend une voix d'homme qui n'est pas la voix de son père. C'est pas très rassurant quand t'es petit. Qui dit: est-ce que vous voulez des cookies? On vend des cookies de ma fille qui est scout. Je sais pas s'il y a ça en France, mais en tout cas aux États-Unis, je sais que ça se fait généralement des enfants qui viennent toquer aux portes pour vendre des cookies pour des associations, pour les scouts. Du coup, Hugo se dit: c'est étrange, pourquoi quelqu'un viendrait vendre des cookies alors qu'il pleut des cordes? Et en plus à 21 h, ça n'a pas de sens. Il ne dit rien et du coup, il regarde au travers du Judas le petit trou sur la porte. Il a un choc au cœur en voyant ce qu'il y a derrière la porte. Il voit un homme, mais pas la petite fille. Un homme assez imposant d'une cinquantaine d'années. Il ne voit pas non plus de boîte de cookies. Et là, Hugo nous dit qu'il se souvient avoir eu une sensation très étrange où il s'est dit immédiatement: attends, est-ce que j'ai fermé toutes les portes de la maison? Du coup, en courant, il est allé vérifier que tout était bien fermé. Et il revient, et il se dit qu'il a fait quand même pas mal de bruit. Du coup, le mec qui est derrière la porte, il a dû entendre quelque chose. La seule chose qui séparait Hugo, son frère et le monstre, c'était la porte d'entrée avec ses deux verrous. L'homme continue de parler, il dit: vous êtes sûr que vous ne voulez pas de cookies? Ils sont pourtant faits maison, ils sont bons. Et pendant qu'il dit tout ça, Hugo lui se dit: attends, est-ce que j'appellerai pas la police par hasard? Et là, Hugo va penser encore à autre chose, il va se dire: attends, mon frère n'a pas fermé son volet et il a la lumière allumée. Donc, sachant que la porte est juste à côté de la chambre, il peut voir facilement à l'intérieur de la maison. Et en plus de ça, il peut facilement voir ce que fait son frère. Il entend des bruits de pas de l'autre côté de la porte et il comprend qu'en fait l'homme se dirige vers là où est son frère. En courant, il se dirige vers la chambre de son frère et il voit effectivement l'homme qui regarde à l'intérieur de la maison, plus précisément à l'intérieur de la chambre par la fenêtre. Hugo, il n'a que des bons réflexes, il éteint la lumière de la chambre de son frère et il va vite fermer le volet. Et là, pendant quelques instants, il se retrouve vraiment face à face avec l'homme. Une fois qu'il a fermé le volet, il a couru encore une fois dans toute la maison pour fermer tous les volets. Hugo dit à son frère de se cacher dans une des armoires. Il fait passer ça pour un jeu parce qu'il ne veut surtout pas l'apeurer en lui disant ce qu'il se passe vraiment. Pour quelque raison que ce soit, le fait qu'il pense vraiment à la sécurité de son frère, il n'appelle pas la police, ni même ses parents pour leur dire ce qu'il se passe, il est vraiment sur le moment présent à se dire: il faut que je protège mon frère et que je protège la maison. Hugo a ensuite attendu derrière la porte, à checker ce que faisait l'homme jusqu'à ce qu'il s'en aille. Aujourd'hui, quand il repense à ce qui s'est passé ce soir-là, ça lui donne toujours des frissons. Et depuis ce jour, Hugo se dit que ce soir-là, il aurait pu se passer vraiment beaucoup de choses néfastes s'il n'avait pas réagi à temps. Et depuis ce jour, sa plus grande peur, c'est qu'un inconnu comme cet homme arrive à aller à une porte qui est déverrouillée avant que Hugo, lui, ne se rende compte qu'elle était déverrouillée et puisse assurer sa sécurité. Clairement, Hugo a eu que des bons réflexes parce que quelqu'un de lambda aurait pu aller à la porte, ouvrir la porte naturellement, plutôt que de regarder qui c'était et essayer d'analyser un petit peu la situation. Personnellement, j'ai pas de petit trou sur la porte, donc si on toque à la porte pour voir qui c'est, je suis obligé d'ouvrir. Donc si ça avait été moi dans ce cas-là, bah je serais peut-être pas là pour vous faire des vidéos quoi. Mais bon, j'aurais dû en venir sûrement au pugilat. Dans cette seconde histoire, on va voir le récit de Georges. Georges avait 21 ans au moment des faits et il venait d'être policier. Il venait d'être largué par sa copine, du coup un de ses amis lui a conseillé de se mettre sur Tinder pour voilà passer un peu le temps et essayer de se changer les esprits. Sur Tinder, il a matché avec une fille qu'il trouvait plutôt jolie et du coup, à force de parler, ils se sont donné une fois rendez-vous. La fille lui avait proposé d'aller dans un lieu où ils pourraient regarder ensemble les étoiles et du coup elle lui propose que Georges vienne la récupérer chez elle et qu'ensuite ensemble en voiture ils se rendent sur les lieux. Donc la fameuse nuit du date vient, Georges est tout excité, il va chercher son date chez elle, elle aussi semble tout excitée, elle s'est apprêtée, donc tout semble se profiler au mieux. En voiture ils parlent ensemble, il y a un bon feeling et ils arrivent finalement là où ils doivent regarder les étoiles. Ils sont dans la voiture, c'est un terrain un peu vague et à un moment donné Georges remarque quelque chose, des lumières au loin qui arrivent doucement dans sa direction. La voiture qui est arrivée c'est une voiture assez large, une sorte de van qui s'est garée devant David qui l'empêche de partir plus loin. David se dit:
il est temps de porter mes cacahuètes, il sort de la voiture, il part à la rencontre du conducteur du van et lui demande est-ce que tout va bien. Au volant, c'est un homme tout à fait normal, rien d'anormal, il n'était pas creepy ou quoi que ce soit. Et du coup, George demande à cet homme s'il pouvait reculer un petit peu pour que lui ensuite puisse partir tranquillement. L'homme, très poli, dit que c'était le propriétaire du terrain. Il dit qu'il ne voulait pas les effrayer, mais en fait, il était juste venu s'assurer que ce n'était pas des chasseurs, parce que parfois des chasseurs venaient sur son terrain pour chasser, et il en avait marre du coup, il voulait juste être sûr que ce n'était pas des intrus indésirables. George lui assure qu'ils sont là pour faire un petit date, juste regarder la nature et les étoiles, et du coup, le conducteur du van lui dit « Ok, très bien, je vous souhaite une bonne soirée, passez un bon rendez-vous », et il s'en va. Après ça, George remarque que son date, la fille, envoie des SMS en non-stop. Presque une heure plus tard, George revoit au loin des lumières, des phares de voiture, qui viennent dans sa direction mais très vite. George a le réflexe de démarrer sa voiture et de se mettre dans une position un peu défensive, pas face à la voiture mais un peu de côté pour qu'il puisse partir si jamais il y a un problème. La voiture qui arrivait devant arrivait tellement vite qu'elle s'est arrêtée net devant lui au point qu'elle allait presque toucher sa voiture. Il se rend compte que c'est le même van qu'il y avait une heure auparavant avec le même conducteur au volant et là, chose étrange, la fille qui était avec George sort de la voiture et court en direction du van. George se dit je me suis fait ken. Je me suis fait prendre dans un traquenard. Il faut savoir que George étant nouveau dans le métier de policier, il se sentait un peu invulnérable. Il était jeune et policier, du coup il disait qu'il pouvait tout gérer comme situation. Du coup il sort de sa voiture et demande aux deux individus, le conducteur et la femme, de se mettre au sol. Bien sûr, aucun des deux n'obéit, ce qui ne semble pas anormal, et le conducteur du van sort de sa voiture et fonce à toute allure sur George. Il arrive à plaquer George au sol et fort heureusement George arrive à le repousser et à se relever. Là il voit la femme qui était avec lui se diriger vers l'arrière du van et sortir une barre en métal. Pire date Tinder ever. Y a pas d'autre mot là. Les filles qui prévoient de faire ça sur votre profil, mettez bien attention, j'ai des copains qui ont des vannes et je vais chercher des barres de fer dans leur coffre, on sait jamais. Comme ça on sait directement à quoi s'attendre. La fille dit qu'ils ont un pistolet pour foutre la pression et elle ordonne à George de lui donner son argent et sa voiture. Et s'il fait ça, il ne sera pas blessé. Honnêtement moi je trouve que c'est pas le meilleur deal du monde. George se sent invincible et dans sa mentalité où il est policier, il peut tout faire, du coup il répond non. Et là, étrangement, la femme commence à pleurer et elle dit qu'elle ne veut pas le blesser. L'homme qui conduisait le van s'est relevé, s'est dirigé vers l'arrière de la voiture et là, George va dire que c'est un policier. Il sort son arme de service et leur oblige une seconde fois à s'allonger sur le sol. Après un moment de choc, parce qu'au début en fait il ne savait pas du tout que George était policier, il s'exécute. George appelle la police, le 911, il donne son nom et son immatriculation, son badge quoi pour l'identifier. Il disait qu'il avait deux individus dangereux à portée de tir et qu'il avait besoin de renfort. Il a donné à l'officier qu'il avait en ligne les meilleurs conseils pour se rendre là où il était, mais pendant qu'il était au téléphone, les deux personnes qui étaient allongées sur le sol s'enfuient. Encore une fois avec sa mentalité de policier invincible, il décide de leur courir après. Il décide de poursuivre l'homme parce qu'à un moment il se divise et l'homme lui court dans la forêt. Il la poursuit pendant au moins 30 secondes jusqu'à ce qu'il entende trois grands pop et il voit des sortes de flashs. En fait, il se faisait tirer dessus. Du coup, George fait totalement demi-tour, il retourne à sa voiture aussi vite que possible et il se casse. George retourne à l'emplacement où il avait récupéré son date au début du rencard, là où il était censé habiter, et les deux officiers qui sont venus à son aide, c'était son sergent et son officier qui l'avait entraîné. Bien sûr, ils l'ont tanné en lui disant que c'était imbécile d'avoir fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire courir après les gens comme ça, sans renfort, et ensemble, ensuite, ils reviennent là où tout s'est passé. Le van était toujours là, les autres policiers ont dit à George de se la fermer pour pas qu'il soit repéré, et ils ont commencé à fouiller le van. Dans le van, il y avait de la meth, de la drogue, et du coup, à un moment donné, ils ont trouvé quelque chose d'assez particulier. Ils ont appelé George qui était à l'arrière de la voiture pour qu'il vienne voir ce qu'il y avait dans le van, et il était assez peureux d'aller voir ce qu'il y avait, parce que ses supérieurs, ses collègues avaient le teint très pâle, ils étaient très horrifiés de ce qu'ils avaient trouvé. À l'arrière du van, il y avait du ruban adhésif, plein de couteaux, il y avait des armes, enfin tout un arsenal qui te ferait plutôt peur quand tu vois ce qui s'est passé juste avant. Là les policiers appellent encore du renfort et des inspecteurs pour enquêter sur tout ça. Et aussi ce qui était assez horrifique par rapport au coffre du van, c'est qu'il y avait des traces de sang. Après enquête il s'avérait que ce n'était pas du sang, mais je suppose qu'en tout cas si tu tombes sur tout ça, je pense que t'es pas très serein. Tu te dis que les dates de Tinder ça va peut-être terminer rapidement. Du coup cette affaire a été transmise à un autre service qui allait vraiment enquêter de manière approfondie sur ce cas là. Et du coup depuis George n'utilise plus jamais de service en ligne de rencontre. Je pense que ça lui a servi de leçon, clairement. En même temps, c'est assez fou. Déjà, il y a déjà eu des traquenards un peu comme ça, hein, sur des histoires, sur des threads, j'en ai déjà vu, par rapport à des applications de rencontres où en fait les gens, on essaie de les droguer ou des trucs comme ça, mais quelque chose de la sorte où le mec il a carrément un van avec des armes, et attention, c'était pas que des petites armes, il y avait des couteaux, des pistolets, il y avait même un fusil d'assaut.
On est aux États-Unis quand même. Donc autant vous dire que ça donne pas très envie de s'inscrire sur Tinder. Après, George a eu aussi beaucoup de chance parce que sa mentalité est certes positive, il est dynamique, ça on va pas lui reprocher, mais en tout cas il a failli risquer sa peau quand même. Malheureusement, on ne sait pas si les personnes ont été arrêtées, on suppose que non. Pour le moment, donc, si vous allez aux États-Unis et que vous voyez un van, faites attention à vous. Les amis, maintenant on va se plonger dans le récit de Scott. Il ne se souvient plus quel âge il avait au moment des faits, mais il se souvient juste qu'il était assez petit pour s'asseoir sur le siège bébé des caddies dans les supermarchés. Ça s'est passé dans les années 90, fin 90, début 2000. Du coup, il était en train de faire les courses avec sa mère sur le siège pour enfants dans un magasin qui s'appelle Costco. C'est un magasin qui ressemble en fait à un gros entrepôt et en fait on va trouver des produits pas chers parce qu'ils sont vraiment en très grande quantité. Scott nous dit que sa mère avait pour habitude en fait quand elle faisait ses courses de poser son caddie au début de l'allée, faire toute l'allée aller-retour et récupérer son caddie. Donc Scott est tranquillement sur son siège enfant, il joue à la Game Boy Color pour ceux qui connaissent et du coup à un moment la mère pose son caddie dans un coin et elle lui dit qu'elle va aller regarder les fruits et légumes et du coup elle va revenir. Scott lui dit pas de problème parce qu'il trouve pas forcément ça effrayant, il la voit s'il y a besoin donc no souci. Elle est partie depuis quelques minutes, il est absorbé par sa console de jeu et du coup il remarque pas que sa mère revient. Le caddie recommence à bouger et il se dit elle est revenue, cool, elle a été rapide, sauf qu'il se trompait. Cette femme n'était pas sa mère. Au bout de quelques instants, il remarque dans sa vision périphérique des ongles avec du vernis rouge, sauf que sa mère ne met jamais de vernis et c'est ça qui va l'interpeller. Il regarde donc la personne qui pousse le caddie et il voit que c'est une femme un peu plus vieille que sa mère. La femme a les cheveux noirs comme sa mère mais elle n'avait pas la même coiffure, elle avait du rouge à lèvres, les dents jaunes et elle sentait une odeur qu'il ne connaissait pas quand il était petit mais une odeur vraiment qui puait clairement. Il sait que ce n'est pas sa mère, du coup il le dit très fort, il lui dit t'es pas ma mère. Et là elle rigole, elle regarde autour d'elle et elle pousse le caddie encore plus vite. Là encore plus fort Scott redit ce n'est pas ma mère et là la femme regarde encore autour d'elle et là elle regarde Scott avec des yeux en mode je vais te tuer et elle lui dit mon chéri à quel jeu joues-tu? Je suis ta mère. Il faut savoir que dans le magasin où ils sont les étagères ne sont pas très grandes donc tu peux facilement voir les gens autour. Du coup ce que fait Scott c'est qu'il cherche sa mère. Il la voit quelques rangées plus loin au rayon des fruits et légumes et aussi fort qu'il le peut il crie maman. Là la mère entend que son fils l'appelle, du coup elle regarde un peu autour et la femme qui poussait le caddie elle pose sa main justement sur la bouche de Scott pour l'empêcher de faire du bruit. Elle regarde un peu autour et elle voit qu'elle est totalement cramée, du coup elle s'enfuit en courant. La mère elle arrive justement en courant là où est Scott et elle n'a pas vu la dame. Du coup elle lui pose 1 million de questions, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais là, comment ça se fait, comment tu t'es retrouvé ici. Elle lui pose 1 million de questions et Scott lui totalement traumatisé commence à pleurer. Il pense qu'en fait sa mère va l'embrouiller parce que le caddie a bougé et elle aurait dit que c'était de sa faute, mais pas du tout, elle le rassure. Scott explique la situation à sa mère, explique qu'une dame a poussé le caddie et que ce n'était pas elle. Du coup ils vont voir les agents de sécurité pour dire ce qui s'est passé et du coup effectivement sur la caméra de sécurité on voit bien la femme qui pousse le caddie et qui s'en va seule sans essayer de kidnapper un autre enfant et du coup on va dire que l'histoire se termine bien. Scott est rentré chez lui tranquillement, mais après il se pose actuellement, vu qu'il a grandi, beaucoup de questions. Pourquoi l'avoir choisi lui? Est-ce que cette femme les suivait et qu'elle a profité justement de ce moment d'inattention de la mère pour l'enlever? Qu'est-ce qui se serait passé si la femme avait vraiment réussi à l'enlever? Est-ce qu'elle en aurait fait son fils? Est-ce qu'elle l'aurait vendu? Est-ce qu'elle en aurait fait des choses beaucoup plus malsaines? Est-ce qu'elle l'aurait tué? Ça reste un mystère, et heureusement on ne veut pas le savoir. Du coup, Scott termine en disant qu'il est content que sa vraie mère l'ait finalement quand même récupérée à temps, mais je pense pour un parent d'assister à ce genre de choses ça va être traumatisant parce que tu te dis, t'as l'impression que ton enfant est en sécurité, tu le mets juste à côté pendant 5 minutes et que tu vois ce qui peut se passer. Faut faire vraiment une grave attention à ce genre de choses, faut toujours avoir l'œil attentif sur ce genre de choses. Après que ce soit avec tes enfants, tes produits de valeur, genre par exemple t'es aux courses, t'as ton caddie, tu mets ton sac dedans ou t'as ton portefeuille et tout, tu le laisses 5 minutes, ça peut suffire à quelqu'un pour le voler. Bon les amis, on en a fini pour ces 3 threads d'horreur, j'espère qu'ils vous auront plu. Moi perso ils ont un peu mis les petits frissons, c'est vraiment le type de situation que je veux pas vivre, ça porte bien son nom. En tout cas nous on est reparti pour se mettre en sécurité, vous connaissez la chanson maintenant. Mais quelles histoires! L'histoire du caddie c'était un peu court, après on n'a pas beaucoup de détails forcément sur ce qui a pu se passer parce que Scott était très petit à cet âge là, du coup on va dire que ses souvenirs sont assez confus. Par exemple il ne se souvient pas de tout ce que la dame qui voulait l'enlever lui a dit. Ça se trouve elle lui a dit on va aller à la maison, je vais m'occuper de toi, tout ce que tu veux, elle lui a dit tout ce qu'elle allait faire mais qu'il ne se rappelle plus. En fait dans ces threads c'était un peu une compile d'histoires où les méchants des histoires ont essayé de duper ceux qui les racontent. Et à chaque fois, ça se finit bien, fort heureusement. Dans la première histoire, c'était le mec qui se faisait passer pour quelqu'un qui vendait des cookies, la deuxième, le faux date Tinder, et là, la femme qui dit « je suis ta mère » alors que ce n'est clairement pas ta mère. Faites attention, restez toujours sur vos gardes, on sait jamais. N'oubliez pas les amis, le 30 octobre 2020 sur la chaîne, live spécial Halloween, on va avoir des threads d'horreur, des histoires mystérieuses d'horreur, des énigmes, vraiment plein de choses en rapport avec l'horreur pour vous mettre bien et je peux vous garantir qu'il y a moyen que cette nuit du 30 au 31 vous ne dormiez pas très bien. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!